Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où tout le monde vous disait que c'était fini, que les chiffres ne mentent pas, que face à un ennemi 5 fois plus nombreux, il n'y a qu'une seule issue possible. Ce moment où la logique mathématique écrase l'espoir et où la raison commande la retraite. La plupart des hommes baissent les armes à cet instant précis. Mais et si je vous disais qu'il existe un moment dans l'histoire où 7000 cavaliers polonais ont transformé l'impossible en réalité, où ils ont pris une armée russe de 35 000 hommes et l'ont littéralement détruite? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment une charge de cavalerie a défié toutes les lois de la guerre et comment les principes qui ont permis cette victoire peuvent changer votre façon d'affronter vos propres batailles. Préparez-vous, car cette histoire va vous prouver que l'impossible n'est qu'une question de perspective. Le 25 février 1807, près du village de Eylau en Prusse orientale, le 25 février 1807, près du village de Eylau en Prusse orientale, le maréchal Murat se tenait devant 7000 hussards et chasseurs à cheval polonais, observant à travers une tempête de neige qui transformait le champ de bataille en enfer blanc. Devant lui, 35 000 fantassins russes avançaient comme une marée humaine, leurs baïonnettes formant une forêt d'acier qui engloutissait progressivement le centre français. La température était descendue à moins 15 degrés. Le vent hurlait avec une force qui arrachait les shakos des têtes et transformait les flocons en projectiles qui lacéraient les visages exposés. Les chevaux piaffaient nerveusement, leur souffle formant des nuages de vapeur qui disparaissaient instantanément dans la bourrasque. Les cavaliers polonais, emmitouflés dans leurs pelisses doublées de fourrure, scrutaient la masse grise et blanche devant eux, où l'infanterie russe semblait surgir de la tempête elle-même comme des fantômes solidifiés en chair et en os, déterminés à détruire l'armée française. La mathématique était simple et terrifiante. 5 fantassins russes pour chaque cavalier polonais. Pas de soutien d'artillerie possible dans la tempête qui réduisait la visibilité à 50 mètres. Pas de possibilité de manœuvre sur un terrain gelé où les sabots glissaient sur la glace cachée sous la neige fraîche. Et surtout, l'infanterie russe avançait en colonne serrée. Formation réputée impénétrable pour la cavalerie depuis que les armées européennes avaient perfectionné la discipline du feu de salve. Murat savait que ce qu'il s'apprêtait à ordonner violait tous les principes de la guerre de cavalerie. Mais le centre français s'effondrait et Napoléon lui-même était en danger mortel. Si vous commencez à sentir l'intensité de cette situation impossible, laissez votre like pour soutenir la chaîne et aider d'autres personnes à découvrir ces leçons de courage qui peuvent transformer leur façon de voir leurs propres défis. Votre soutien permet de continuer à raconter ces histoires qui prouvent que l'impossible n'existe pas. La bataille d'Eylau était le résultat de mois de campagne brutale dans les conditions les plus terribles que les armées napoléoniennes avaient jamais affrontées. Après avoir écrasé la Prusse à Jena et Auerstaedt en octobre 1806, Napoléon avait poursuivi les restes de l'armée prussienne jusqu'en Pologne, où les Russes étaient venus au secours de leur allié défait. Mais la Pologne en hiver était un adversaire plus redoutable que n'importe quelle armée. Les routes se transformaient en rivières de boue gelée, les forêts de pins offraient peu d'abri contre des températures qui tuaient les hommes aussi sûrement que les balles. Les soldats français, habitués aux campagnes rapides et décisives d'Italie et d'Allemagne, découvraient un type de guerre qu'ils n'avaient jamais imaginé. Le général russe Bennigsen commandait près de 67 000 hommes, une armée massive renforcée par les débris des forces prussiennes. Son plan était simple et mortel. Attirer Napoléon dans une bataille hivernale où la supériorité numérique russe et l'endurance légendaire du soldat russe face au froid écraseraient les Français épuisés par des mois de marche dans la neige. Bennigsen avait choisi Eylau avec soin. Le village offrait un point d'ancrage pour sa ligne défensive, tandis que le terrain plat permettait à son artillerie de massacrer les formations françaises qui tenteraient à l'assaut. Ce qui était en jeu dépassait largement une simple bataille. Pour Napoléon, une défaite majeure en Pologne signifierait la fin de sa domination européenne. La Prusse et l'Autriche se soulèveraient. L'Angleterre redoublerait ses efforts. Toute la structure du pouvoir impérial s'effondrerait comme un château de cartes. Pour les Polonais qui servaient dans la cavalerie française, cette bataille était personnelle. Leur nation avait été rayée de la carte par la Russie, la Prusse et l'Autriche. Combattre aux côtés de Napoléon offrait l'espoir d'une Pologne restaurée. Leur courage ce jour-là ne serait pas simplement militaire, mais patriotique, alimenté par des décennies d'humiliation nationale et le désir désespéré de vengeance contre l'oppresseur russe. La matinée du 25 février avait commencé dans le brouillard et la confusion totale. La tempête de neige avait transformé le champ de bataille en un cauchemar blanc où les unités se perdaient à 50 mètres de leur position assignée. Les premiers combats éclatèrent presque par accident, lorsque des tirailleurs français tombèrent sur des avant-postes russes dans la neige aveuglante. Ce qui aurait dû être une bataille soigneusement orchestrée devint rapidement un carnage chaotique, où personne ne pouvait voir l'ensemble de la situation et où les ordres se perdaient dans le hurlement du vent. Napoléon avait sous-estimé la détermination russe et la férocité avec laquelle Bennigsen défendrait sa position.
L'attaque française initiale contre le centre russe fut repoussée avec des pertes horrifiantes. Les boulets de canon russes labouraient les rangs français, créant des couloirs sanglants dans la neige blanche qui devenait écarlate sous les corps des morts et des blessés. L'artillerie française, normalement si décisive, ne pouvait pas ajuster son tir dans la tempête. Les canonniers tiraient aveuglément dans la blancheur, espérant que leurs projectiles trouveraient des cibles russes quelque part dans l'obscurité tourbillonnante. Voici ce que les chroniques ne racontent pas sur l'erreur tactique de Napoléon ce matin-là. L'empereur avait divisé son armée, envoyant Ney et Davout sur les flancs pendant qu'il attaquait le centre avec des forces insuffisantes. Il comptait sur l'arrivée rapide de ses maréchaux pour écraser les Russes dans un mouvement de tenaille classique. Mais la tempête avait ralenti tout le monde. Ney était bloqué à des kilomètres au nord. Davout progressait péniblement au sud contre une résistance féroce. Et pendant ce temps, le centre français se faisait massacrer par une artillerie russe qui semblait tirer avec une précision diabolique malgré les conditions météorologiques apocalyptiques. Les Russes avaient préparé leur défense avec une minutie qui reflétait des siècles d'expérience dans la guerre hivernale. Leurs fantassins portaient des manteaux longs qui les protégeaient du froid mortel. Leur position était renforcée par des redoutes improvisées qui offraient un abri contre le vent et le feu ennemi. Plus important encore, ils combattaient sur un terrain qu'ils avaient étudié pendant des jours, tandis que les Français découvraient le champ de bataille dans des conditions qui rendaient la reconnaissance impossible. Bennigsen avait anticipé que Napoléon chercherait une bataille décisive et avait préparé un piège où la supériorité tactique française serait neutralisée par les éléments et les nombres. Vers 11 heures du matin, la situation française était devenue catastrophique. Le corps d'Augereau, 7000 hommes parmi les meilleurs de l'armée, avança dans la tempête et disparut littéralement. Les soldats perdirent toute orientation dans la blancheur aveuglante et se retrouvèrent soudainement à bout portant de l'artillerie russe. Les canons crachèrent dans la mort à une distance où même les artilleurs russes ne pouvaient pas manquer leur cible. En moins de 21 minutes, le corps d'Augereau cessa d'exister en tant qu'unité combattante. Des régiments entiers furent effacés. Des colonnes entières de fantassins s'effondrèrent, comme du blé sous la faux. Les survivants titubèrent en arrière à travers la neige ensanglantée, laissant derrière eux des milliers de corps qui disparaissaient déjà sous les nouveaux flocons. La panique commença à se répandre dans les rangs français. C'était alors que Bennigsen lança sa contre-attaque décisive. 35 000 fantassins russes avancèrent en masse compacte directement vers le centre français affaibli. Leurs tambours battaient un rythme sinistre que même la tempête ne pouvait étouffer complètement. Leurs drapeaux apparaissaient et disparaissaient dans la neige tourbillonnante, comme des spectres annonçant la destruction. Ils marchaient avec la détermination mécanique de soldats, qui savaient que la victoire était à portée de main, qu'une heure de plus et l'armée de Napoléon serait détruite, l'empereur lui-même mort ou capturé, et l'histoire européenne changée à jamais. Les fantassins français restants tentèrent de former des carrés défensifs, mais leurs rangs étaient trop clairsemés, leurs munitions trop rares, leur morale brisée par le massacre qu'ils venèrent de subir. Les officiers criaient des ordres que personne ne pouvait entendre dans le rugissement du vent. Les drapeaux régimentaires disparaissaient dans la mêlée alors que les Russes s'approchaient inexorablement, leurs baïonnettes brillant faiblement dans la lumière diffuse de cette journée cauchemardesque. C'est à ce moment que Murat reçut l'ordre de Napoléon. Un simple cavalier apparut de la tempête. Son cheval écumant, son visage gelé transformé en masque blanc par le givre. Le message était bref et désespéré. « Chargez immédiatement, sauvez le centre, ou nous sommes tous perdus. Attendez un instant. Avant de continuer, je dois vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti exactement comme ça? Face à des chiffres qui ne mentent pas, avec tout le monde qui vous regarde en attendant votre échec, cette sensation que vous êtes seul contre une force tellement plus grande que vous ne pouvez même pas imaginer comment gagner? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent maintenant et qui vivent ça en ce moment même. Vous n'avez pas besoin de raconter tous les détails si vous ne le voulez pas. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Écrivez dans les commentaires, juste comme ça très simplement. Je suis dépassé par les chiffres, mais je ne vais pas abandonner. Sérieusement, copiez et collez ça. Je suis dépassé par les chiffres, mais je ne vais pas abandonner. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous écrivez ça, vous ne faites pas que vous exprimer. Vous laissez un message pour quelqu'un d'autre qui va le lire dans une semaine, dans un mois, qui pense à abandonner et qui verra votre commentaire et saura qu'il n'est pas seul. Votre commentaire peut sauver quelqu'un aujourd'hui. Et en même temps, vous vous engagez envers vous-même. Alors allez mettez la vidéo en pause maintenant, descendez et écrivez. Je suis dépassé par les chiffres, mais je ne vais pas abandonner. Je vais lire chaque commentaire, je vous le promets. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Maintenant, laissez-moi continuer à vous montrer comment cette histoire se termine. Parce que ce qui vient ensuite va vous donner exactement les munitions dont vous avez besoin pour votre propre combat.
Alors Murat fit quelque chose qu'aucun commandant de cavalerie n'avait jamais tenté contre une infanterie aussi nombreuse, dans des conditions aussi impossibles. Il allait charger droit au cœur de 35 000 baïonnettes russes, avec 7 000 cavaliers polonais sur un terrain gelé où les chevaux glissaient à chaque foulée et où la visibilité rendait toute coordination impossible. Pour comprendre l'audace suicidaire de cette décision, il faut saisir ce que la doctrine militaire enseignait depuis des générations. La cavalerie ne charge jamais l'infanterie en formation serrée de front. C'est du suicide pur et simple. Les chevaux refusent de s'élancer contre un mur de baïonnettes. Les cavaliers sont abattus par les salves de mousquets avant même d'atteindre les lignes ennemies. Et même si par miracle ils percent la première ligne, ils se retrouvent piégés au milieu d'une masse d'infanterie où leur mobilité ne sert à rien, et où ils sont massacrés comme du bétail dans un abattoir. Tous les manuels militaires, toute l'expérience accumulée depuis des siècles disaient la même chose. Ce que Murat s'apprêtait à faire était impossible. Mais Murat avait compris quelque chose que Bennigsen et les Russes n'avaient pas anticipé. La tempête de neige qui rendait la bataille si horrible offrait aussi une opportunité unique. Les fantassins russes ne pouvaient pas voir venir la cavalerie avant qu'elle ne soit pratiquement sur eux. Leur artillerie était aveuglée. Leurs officiers ne pouvaient pas coordonner le feu défensif, qui normalement aurait arrêté une charge de cavalerie à 100 mètres. Et surtout, les Russes avançaient en colonne serrée pour maintenir leur cohésion dans la tempête, créant sans le savoir la formation la plus vulnérable possible face à une charge de cavalerie massive. La préparation de la charge prit moins de 10 minutes, mais chaque seconde semblait durer une éternité. Les 7000 cavaliers polonais se formèrent en 3 vagues successives, chacune profonde de plusieurs rangs. Les hussards avec leurs sabres courbes en première ligne. Les chasseurs à cheval avec leurs sabres droits en soutien. Les cuirassiers en réserve pour exploiter la percée. Murat se plaça personnellement à la tête de la première vague. Son uniforme éclatant visible même dans la tempête. Son chapeau à plumes défiant le vent qui cherchait à l'arracher. Les trompettes sonnèrent à la charge, leur appel perçant à travers le rugissement de la tempête, comme un défi lancé aux dieux de la guerre eux-mêmes. Voici où la légende rencontre la réalité tactique. Ce qui se passa ensuite n'était pas simplement du courage contre des chiffres. C'était du génie tactique qui exploitait chaque faiblesse de l'ennemi tout en maximisant chaque avantage de la cavalerie polonaise. Les hussards lancèrent leurs chevaux au galop directement dans la tempête, disparaissant dans la blancheur comme des spectres de vengeance. Les soldats russes les plus avancés les virent émerger du rideau de neige à moins de 30 mètres. Une vision d'apocalypse équestre qui se matérialisait de nulle part. Avant que les officiers russes ne puissent ordonner une salve coordonnée, les sabres polonais étaient parmi eux. L'impact fut dévastateur au-delà de toute description. 7000 cavaliers frappèrent 35 000 fantassins avec une violence qui transforma la neige en bouillie rouge en quelques secondes. Les chevaux, lancés au galop complet, percutèrent les premières lignes russes avec une force qui brisa les formations comme du verre. Les sabres tombèrent comme la foudre, tranchant à travers les épaulettes, les shakos, les crânes avec une efficacité mécanique née d'années d'entraînement. Le son de milliers de lames coupant la chair et heurtant les os créa une symphonie de mort que les survivants décriraient au plus tard comme le bruit de l'enfer lui-même. Les Russes tentèrent désespérément de former des carrés défensifs, mais la tempête et la soudaineté de l'attaque rendirent toute coordination impossible. Des régiments entiers se retrouvèrent coupés les uns des autres, isolés dans des poches de neige sanglantes où les hussards polonais les massacraient méthodiquement. Les officiers russes criaient des ordres que personne ne pouvait entendre. Les drapeaux régimentaires tombaient alors que leurs porteurs étaient fauchés par les sabres qui ne faisaient aucune distinction entre les grades. La cavalerie polonaise ne s'arrêta pas après avoir percé les premières lignes. Elle continua à avancer, vague après vague, chaque escadron frappant plus profondément dans la masse russe. C'était une tactique que personne n'avait jamais vue auparavant. Au lieu de se retirer après le premier choc, comme le dictait la doctrine, les Polonais continuèrent leur charge à travers toute la profondeur de la formation russe, transformant ce qui aurait dû être une attaque ponctuelle en une traversée complète qui déchira l'armée ennemie de part en part. Ici se trouve ce que les historiens militaires ne comprennent pas vraiment sur ce moment. La psychologie collective de 35 000 hommes se brisa en même temps. Les soldats russes, qui quelques minutes auparavant marchaient confiants vers la victoire, se retrouvèrent soudainement au milieu d'un cauchemar de sabres et de chevaux, où leur supériorité numérique ne signifiait rien. La panique se répandit plus vite que la charge elle-même. Des bataillons entiers qui n'avaient même pas encore été touchés par les cavaliers polonais commencèrent à se désintégrer simplement parce qu'ils voyaient leurs camarades massacrés et ne pouvaient pas comprendre comment cela était possible. Regardez, je sais que vous n'êtes pas ici juste pour l'histoire. Vous êtes ici parce qu'à un moment de votre vie, vous vous êtes aussi senti dépassé par les chiffres, dos au mur, pensant qu'il n'y avait aucune issue.
Et vous savez ce que j'ai appris en étudiant ces batailles? Que les plus grands leaders de l'histoire n'ont pas gagné parce qu'ils étaient en plus forts ou avaient au plus de ressources. Ils ont gagné parce qu'ils ont trouvé un moyen quand tout le monde disait qu'il n'y en avait pas. Si vous voulez continuer à recevoir ces histoires qui vous montrent que renverser la situation est possible, qui vous inspirent à trouver votre propre stratégie quand tout semble perdu, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, j'apporte des histoires réelles de personnes qui ont transformé une défaite certaine en victoire impossible. Et écoutez, ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est des munitions mentales pour vos propres défis. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Appuyez sur le bouton rouge en bas et venez rejoindre cette communauté de personnes qui croient que l'impossible n'est qu'une opinion. Le moment exact où la bataille bascula fut quand les Russes réalisèrent qu'ils ne combattaient plus une charge de cavalerie, mais une force de la nature qui refusait de s'arrêter. Les hussards polonais émergèrent de l'autre côté de la formation russe couverts de sang et de neige, se retournèrent et chargèrent à nouveau, cette fois de l'arrière vers l'avant, prenant les Russes complètement par surprise. En l'espace de 15 minutes, les cavaliers polonais traversèrent les lignes russes, pas une fois mais 3 fois, créant un carnage si complet que des témoins français observant de loin crurent d'abord que c'était impossible, que leurs yeux les trompaient dans la tempête. La désintégration de l'armée russe suivit avec une rapidité qui stupéfia même Murat. Des milliers de soldats jetèrent leurs armes et coururent vers l'arrière, abandonnant leur position, leurs blessés, leurs drapeaux dans une panique qui se transforma en déroute totale. Les officiers russes tentèrent vainement de rallier leurs hommes, mais la terreur était trop profonde. Une armée de 35 000 hommes qui avait été à quelques minutes de détruire le centre français, se transforma en une foule désorganisée de fuyards qui ne pensaient qu'à échapper aux sabres polonais qui semblaient surgir de partout dans la tempête blanche. Le massacre continua pendant près d'1 heure alors que les cavaliers polonais poursuivaient les Russes en fuite à travers des kilomètres de neige ensanglantée. Les statistiques finales seraient si incroyables que les historiens les remettraient en question pendant des générations. 7000 cavaliers avaient détruit une force 5 fois supérieure, tuant près de 8000 fantassins russes et en blessant 2 fois plus, tout en ne perdant que quelques centaines des leurs. Des régiments entiers cessèrent d'exister. Des drapeaux capturés par dizaines. Une victoire si complète, si impossible qu'elle défiait toute logique militaire et forçait une réévaluation de ce que la cavalerie pouvait accomplir dans les conditions les plus extrêmes. La poursuite continua jusqu'à ce que la nuit tombe et que même les chevaux polonais, épuisés par des heures de combat continu, ne puissent plus avancer. Le champ de bataille ressemblait à une vision de l'apocalypse. Des milliers de corps russes jonchèrent la neige sur plusieurs kilomètres, créant un tapis macabre de morts et de mourants qui disparaissaient lentement sous les nouveaux flocons. L'ampleur de la reversale était stupéfiante. En moins de 2 heures, la situation était passée d'une défaite française, certaine, à une victoire tactique qui avait sauvé l'armée de Napoléon de l'annihilation. Les conséquences immédiates transformèrent non seulement la bataille d'Eylau, mais toute la campagne de Pologne. Bennigsen, qui avait été si proche de détruire Napoléon, ordonna une retraite générale pendant la nuit. Son armée, brisée psychologiquement par la charge impossible des hussards polonais, n'avait plus la volonté de continuer le combat. Les villes qui s'étaient les préparées à célébrer une victoire russe ouvrirent leurs portes aux Français. Les alliés potentiels de la Russie reconsidérèrent leur position quand les nouvelles arrivèrent, qu'une armée de 35 000 hommes avait été mise en déroute par 7 000 cavaliers. L'effet stratégique se propagea à travers toute l'Europe orientale. La charge de Murat prouva que même dans les conditions les plus impossibles, même contre des probabilités mathématiques écrasantes, l'audace combinée à l'exécution parfaite pouvait accomplir ce que la prudence considérait comme impossible. Les Polonais qui avaient participé à la charge devinrent des légendes vivantes, leur exploit raconté et amplifié jusqu'à ce que la vérité elle-même semble insuffisante pour capturer la magnitude de ce qu'ils avaient accompli. L'impact psychologique sur les deux armées fut profond et durable. Les soldats français qui avaient été sur le point de s'effondrer retrouvèrent leur confiance dans la victoire finale. Si 7000 cavaliers pouvaient détruire 35 000 fantassins dans une tempête de neige, alors rien n'était vraiment impossible pour l'armée de Napoléon. Inversement, l'armée russe développa une crainte presque superstitieuse de la cavalerie française qui affecterait son moral pendant toute la suite de la campagne. Les généraux russes commencèrent à surestimer les forces de cavalerie françaises, voyant partout la menace d'une répétition de la charge d'Eylau. Le legado militaire de cette charge transcende l'histoire napoléonienne et influence la doctrine de cavalerie jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les académies militaires de toute l'Europe étudièrent comment 7000 hommes avaient accompli l'impossible, analysant chaque aspect de la tactique de Murat pour comprendre comment reproduire ce succès. La leçon principale était révolutionnaire. Dans des circonstances exceptionnelles, avec un leadership exceptionnel et une exécution parfaite, la cavalerie pouvait briser même les formations d'infanterie les plus solides.
Cette charge prouva que les règles tactiques n'étaient pas des lois absolues, mais des lignes directrices qui pouvaient être défiées quand les conditions le permettaient et quand le commandant avait le génie de reconnaître l'opportunité. Les hussards polonais eux-mêmes devinrent un symbole de courage national qui inspire encore aujourd'hui. Leur charge à Eylau représente un moment où une nation opprimée, combattant sous drapeau étranger, prouva sa valeur martiale d'une manière si éclatante que l'histoire ne pourrait jamais l'oublier. Pour la Pologne, rayée de la carte depuis des décennies, cette victoire était plus qu'un succès militaire. C'était une affirmation d'identité nationale, une preuve que les Polonais n'avaient pas été effacés malgré les efforts de leurs oppresseurs. La charge vivrait dans la mémoire collective polonaise, comme une démonstration que même les plus petits peuvent triompher des plus grands quand ils combattent avec détermination absolue. L'analyse moderne reconnaît qu'Eylau fut plus qu'une simple bataille. Ce fut un laboratoire où les limites du possible furent redéfinies. Murat et ses hussards polonais prouvèrent que l'audace calculée peut transformer des désavantages apparemment insurmontables en opportunités de victoire. Ils démontrèrent que la guerre n'est pas simplement une question de nombre et de ressources, mais de volonté, de timing et de courage d'agir quand la logique commande la prudence. Les principes qu'ils appliquèrent, utiliser les conditions météorologiques comme armes, exploiter la psychologie ennemie, maintenir la pression au-delà du point où la doctrine dit de se retirer, restent pertinents partout où des forces inférieures affrontent des ennemis supérieurs. Laissez dans les commentaires quel moment de cette charge vous a le plus marqué et comment vous allez appliquer ces principes à vos propres défis. Construisons ensemble cette communauté de guerriers qui refusent d'accepter que les chiffres décident de tout. Le 25 février 1807, près du village d'Eylau, 7000 hussards polonais prouvèrent que l'impossible mathématique cède devant le génie tactique quand le désespoir est transformé en audace calculée. Ils démontrèrent que les plus grandes victoires n'émergent pas des nombres supérieurs, mais de la pensée supérieure appliquée sous une pression qui briserait des hommes ordinaires. 5 contre 1, tempête de neige aveuglante, terrain gelé, toutes les raisons de reculer. Et pourtant, ils chargèrent. Et dans cette charge, ils changèrent non seulement le cours d'une bataille, mais prouvèrent pour toujours qu'aucune probabilité n'est vraiment insurmontable quand le courage rencontre l'opportunité dans le feu du combat qui teste chaque hypothèse sur ce qui est possible.